Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfait. Olivier Demarque, j'étais modérateur industriel effectivement sur cette table ronde et je suis accompagné de Michel Cuchera qui était notre formidable coordinateur et Mathieu Rousti qui était modérateur académique malheureusement et a d'autres occupations aujourd'hui. Il est pris, donc il a malheureusement pas pu être de notre côté. Et en effet, le sujet de notre table ronde, c'était les attentes méthodologiques pour la démonstration de l'efficacité des produits de santé par les études observationnelles. Alors, le contexte, en juin 2024, c'était le fait que les agences, qu'elles soient au niveau française, européenne ou également américaine, se sont déclarées prêtes à prendre en considération les études dites observationnelles, donc les études de real-world evidence, pour l'évaluation de l'efficacité, c'est bien l'efficacité dont on parle, et de la sécurité des produits de santé. Et donc, effectivement, ce dont on parle pas d'essais qui sont d'études non randomisées ou d'études qui sont interventionnelles. Et jusqu'à présent, ces études, dites de real-world evidence, étaient considérées comme pas suffisamment fiables pour servir effectivement à la prise de décision, notamment avec des notions d'absence de démonstration de causalité. Alors, le point qui est important de retenir, c'est que les exigences n'ont pas été abaissées, mais c'est qu'il y a eu des progrès théoriques, des progrès méthodologiques qui ont émergé au cours des dernières années. Et c'est à travers ces progrès méthodologiques et théoriques qu'on peut envisager la prise en considération d'études observationnelles dites confirmatoires pour la prise de décision. Alors, ce dont on parle, c'est la partie droite de la diapositive, c'est-à-dire les essais qui sont donc dits non randomisés, non interventionnels, et on parle donc d'études observationnelles à dites confirmatoires. On utilise des données de type real-world evidence à d'autres moments, que ce soit dans le cadre d'essais randomisés pour mieux identifier les patients, favoriser le recrutement, également dans des essais de type pragmatique, ou alors dans les essais où on utilise des bras contrôle externes utilisant des données de real-world evidence. Et le choix qui a été fait, c'était effectivement de se concentrer uniquement sur la partie droite de cette diapositive et donc d'exclure les autres cas de figure. Alors, quand on a fait en juin 2024 une revue de littérature, on s'est rendu compte, et on avait utilisé pour ceux qui étaient présents une image de désert, parce que malheureusement à l'heure actuelle on a relativement peu d'études qui remplissent ces critères d'acceptabilité méthodologique permettant effectivement une prise de décision. On a toujours est-il qu'on a tout de même trouvé un certain nombre de cas de figure, que ce soit dans du dispositif médical ou dans du médicament, où il y avait un certain nombre de critères qui étaient bien remplis, une méthodologie qui était robuste et qui permettait effectivement de mettre en avant ou de mettre en évidence le fait qu'on était en train d'évoluer vers une évolution de ce type d'études, permettant effectivement une comparaison et de tendre potentiellement vers l'utilisation future de ce type d'études pour la prise de décision. L'objectif de cette table ronde, et c'est un point qui était important et qu'on rappelle dans le cadre de l'article, c'est que même si on a utilisé la même structure que tous les articles de Gien, c'est-à-dire en utilisant des recommandations, la recommandation n'était pas là pour effectivement définir ce qu'il fallait faire pour effectivement permettre une prise de décision, mais c'était plus des recommandations visant sur la base de la littérature, sur la base de l'expertise de l'ensemble des membres de cette table ronde, de définir ces critères de validation méthodologique, ces critères d'acceptabilité qu'il semblait pour le groupe pertinent pour effectivement tendre vers la réalisation d'études observationnelles dites confirmatoires et donc permettant effectivement à terme potentiellement la prise de décision. Dans le cadre de cette, effectivement vous le verrez dans l'article, on a essayé de définir une certaine forme de checklist permettant effectivement cette décision. On a un des exemples qui est la recommandation numéro 1, mais qui sera détaillée dans la diapositive suivante par Michel. La réflexion de cette table ronde était une réflexion qui était vraiment purement technique, purement méthodologique, et évidemment elle ne préjuge en rien de l'appropriation par les agences pour l'utilisation de ces études observationnelles quant à la future prise de décision. Et on a également précisé qu'il fallait sortir du cadre de cette table ronde les études de vraie vie dites d'effectiveness, puisqu'on s'intéressait à l'efficacité, la pharmacoépidémiologie et les études exploratoires. Et je crois que Michel, c'est à toi. Merci.
Donc, comme Olivier vient de vous présenter, on a eu une réflexion principalement théorique pour essayer de déterminer un peu ces conditions d'acceptabilité des résultats d'études observationnelles, l'acceptabilité pour finalement apporter des preuves avec un degré de crédibilité suffisamment important pour prendre la décision. Donc là, notre réflexion a porté sur tous les points de méthodologie en essayant de montrer qu'il y avait des exigences de résultats et non pas de moyens qui étaient incontournables. Alors par cette expression, on entend le fait qu'on a beaucoup de recommandations sur ces données observationnelles, mais qui nous guident simplement de dire comment on doit procéder dans les grandes lignes. Par exemple, on y reviendra dans un instant sur le biais de confusion. On nous dit qu'il faut gérer les facteurs de confusion, il faut prendre une méthode d'ajustement en prenant en compte ces facteurs de confusion. Mais il y a toujours la possibilité que cette prise en compte soit imparfaite, incomplète, etc., et qu'il reste un biais résiduel de confusion. Donc l'idée de la démarche du groupe, ça avait été vraiment de dire que non, ce n'est pas acceptable qu'il reste un biais de confusion résiduelle, parce que dans ce cas-là, le degré de crédibilité des résultats va être très faible. Donc il faut pouvoir montrer que l'on a obtenu l'atteinte de la réduction du biais de confusion résiduelle. Vous voyez la différence entre des recommandations de guidant les méthodes à utiliser, la pratique, et puis ce guide qui était sur les critères pour décider, pour accepter un résultat dans le but de changer la stratégie thérapeutique et la pratique. Donc voici un petit peu les items que l'on a parcourus et les points de repère que l'on peut apporter dans l'état des connaissances de ces nouvelles méthodologies épidémiologiques. Donc le premier point, c'est d'avoir vraiment une démarche scientifique qui est identique à celle de l'approche classique. L'approche classique qui s'applique sur l'essai randomisé, mais ce n'est pas que l'essai randomisé. Alors dans ce cas-là, il faut qu'on ait une véritable étude de confirmation, c'est-à-dire une étude qui fait un pari, qui se dit un objectif, ce traitement va être supérieur à son contrôle, et c'est l'objectif spécifique de l'étude. Cela, c'est indispensable parce qu'on est la plupart du temps dans des démarches rétrospectives. C'est indispensable pour assurer l'absence de hacking, de p-hacking. Voilà ces petites astuces qui permettent de formuler l'objectif alors qu'on a déjà analysé les données. Donc on voit bien qu'on gagnera à tous les coups vu que on dit qu'on veut montrer quelque chose et on sait que les données vont dans ce sens-là. Et le p-hacking, dans d'autres domaines, en sciences sociologiques, c'est ce qu'on appelle torturer les données jusqu'elles avouent. On a des tas de latitudes dans les analyses statistiques, donc on finira bien par trouver une méthode qui donne le bon résultat. Ce point est fondamental. C'est ce qui assure une bonne partie de la validité de l'approche classique et il est assez difficile en rétrospective de le solutionner. Ça passe par des attestations, ça passe par des traçages d'accès aux données, etc., etc. L'autre point, alors là aussi fondamental, c'est de pouvoir conclure à la causalité. Alors c'est là où on est disruptif. Jusqu'à présent, l'observationnel, on insistait énormément sur le fait que c'est que des associations, et association ne fait pas causalité. Là, on va aller à une étape d'après, essayer d'approcher la causalité avec des données et des associations, des données observationnelles et des associations. Là, on est vraiment aidé par toute une théorie mathématique qui s'est développée ces 10 dernières années, qui s'appelle l'inférence causale. C'est assez technique, c'est encore un peu mal connu, on y reviendra après. Et l'idée, c'est que cette théorie nous dit qu'on va pouvoir, avec des associations observées, conclure quand même à la causalité si un certain nombre d'hypothèses sont vérifiées. Des hypothèses avec des noms un petit peu perturbants, positivité, changeabilité conditionnelle, cohérence, etc. Et tout ça, ça nécessite un cadre de réflexion très particulier, formuler ce qu'on appelle un estimante causal à partir de la question, et puis montrer que l'analyse que l'on peut faire de nos données va identifier cette estimante causale. Les revues commencent aussi à faire des recommandations pour adopter cette démarche. Le JAMA, très récemment, a produit cela. Ensuite, il va falloir une analyse ajustée, entre guillemets, pour prendre en compte les facteurs de confusion, le fait que dans la vraie vie, on ne donne pas les traitements au hasard, mais on les choisit en fonction des caractéristiques des patients. Là, c'est le point qui pose problème parce qu'on n'a pas de randomisation. La randomisation va solutionner très simplement tous ces points, mais en absence de randomisation, ça va être un petit peu plus laborieux et c'est l'analyse qui va essayer de corriger de ces biais. Alors, le premier point, c'est de déterminer la liste des facteurs de confusion qui peuvent biaiser, qui peuvent affecter l'étude.
Jusqu'à présent, c'est les variables d'ajustement, si vous voulez. Jusqu'à présent, c'est fait assez légèrement dans ce genre d'études. On se dit, bah voilà, on a ajusté sur ça, et puis bon, voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Non, c'est très compliqué de déterminer les facteurs d'ajustement. Et puis pour le lecteur, pour savoir si ils ont tous été pris en compte, il faut qu'on lui propose une méthode de détermination. On n'est pas expert dans tous les domaines, on n'a pas une intuition de tous les facteurs de confusion, donc il faut voir que dans le papier, il y a une démarche formalisée qui a permis d'identifier ces facteurs de confusion. Une fois qu'ils sont identifiés, bien entendu, il faut qu'ils soient disponibles dans la source de données, autrement on ne pourra pas ajuster dessus. Et là, il y a des conséquences pour la création des sources de données qu'on discutera à la fin. Il faut vérifier que l'ajustement a bien marché, si on fait du matching, qu'on a un peu équilibré les deux groupes. Et puis, comme on aura toujours un petit doute sur le fait qu'on ait atteint cet objectif qui est pourtant fondamental, eh bien, de plus en plus se développent des techniques pour faire un diagnostic a posteriori si l'ajustement a été correct et si on peut écarter la possibilité d'un biais résiduel. Et ces diagnostics sont très astucieux, ça passe par de l'analyse quantitative de biais et aussi par des contrôles négatifs et positifs. C'est des associations un petit peu bizarres qu'on va tester dans le jeu de données, des variables de contrôle négatif. Et si on trouve le résultat qu'on attend, parce qu'on sait le résultat qu'on doit attendre, eh bien ça valide un petit peu, ça donne de la solidité sur les résultats et ça permet de dire peut-être qu'on est à l'abri d'un biais de confusion résiduelle. C'est fondamental, ça prend beaucoup d'ampleur à l'heure actuelle dans la littérature et on verra aussi tout à l'heure que ces variables sont rarement disponibles dans les jeux de données que l'on a à notre disposition. L'objectif finalement, c'est d'arriver à pouvoir supprimer la phrase qu'on trouve systématiquement dans les discussions de ces études. Les résultats sont à prendre avec précaution parce qu'on n'est pas à l'abri d'un biais de confusion résiduelle. Bien entendu, dès qu'on a cette phrase, ça veut dire qu'on ne peut pas exploiter à but décisionnel les résultats. Les auteurs reconnaissent de même que le résultat qu'ils ont obtenu peuvent provenir de toute autre chose que le traitement qui est évalué. Alors, pour cette étape de détermination des facteurs de confusion, on a maintenant des formalismes à notre disposition. Il y en a plusieurs. Le plus courant, c'est ce qu'on appelle les diagrammes acycliques dirigés. Ça donne des jolis schémas de ce type-là. L'idée, c'est de mettre autour de la table des épidémiologistes, des biostatisticiens, des cliniciens, des gens qui connaissent la base de données, afin de voir quelles sont toutes les interrelations entre les variables qui vont du traitement que l'on étudie aux critères de jugement. Donc vous voyez ici, il y a des flèches dans tous les sens et les corrélations qu'on peut déterminer par la littérature ou la connaissance des circonstances du recueil de l'information. Et ce logiciel est assez sympa parce qu'à la fin, il va nous dire, voilà, malgré cette complexité, il suffit d'ajuster sur ces variables-là. Et en ajustant sur ces variables-là, on aura capté toute la confusion, en théorie, et on n'aura pas surajusté parce qu'il y a aussi des problèmes de surajustement. Ensuite, l'autre point à aborder, c'est de démontrer l'absence de biais de sélection. Alors le biais de sélection, c'est un biais très très compliqué, le terme est un peu trompeur. La définition exacte, c'est la sélection de patients ou de périodes de temps, sélection qui va dépendre à la fois du critère de jugement et qui est asymétrique entre les deux groupes, donc qui dépend du traitement. Vous voyez, la définition est très très obscure. Ça se traduit par des tas de noms de biais, le biais de temps d'immortalité, le biais de déplétion des susceptibles, etc. C'est un biais sournois auquel on n'est pas très habitué, donc il n'est pas facile à détecter. Et il est fondamental parce que certaines personnes estiment qu'il est aussi perturbant dans le résultat que le biais de confusion, l'absence de facteurs. On commence à avoir des techniques qui permettent de le maîtriser, en particulier l'émulation, le cadre de l'émulation d'un essai cible, et puis qui permet de prévenir en construisant correctement notre analyse. Et puis on a aussi maintenant des techniques de correction une fois qu'on a accumulé les données, si on n'a pas pu gérer le problème. Un point fondamental, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, puis ce n'est pas l'objet. Ce biais de sélection, ce biais de temps d'immortalité va survenir lorsqu'on aura mal synchronisé le début du suivi, le début du traitement entre les deux groupes. Voilà, si un groupe et on commence à le suivre après, eh bien, il n'y aura pas les événements initiaux, mais ils seront dans le groupe contrôle. Et bien sûr, vous imaginez tout de suite la grosse différence que ça pourra apporter sur des courbes de survie, par exemple. Il y a des tas d'autres biais qui affectent ces études. Donc, il faudra que les résultats qu'on nous propose pour la décision soient à l'abri de ces autres biais.
Là, on a un outil standard qui commence à apparaître dans la littérature, la grille de risque de biais Robbins-I, I pour intervention. Elle n'est pas très facile à manipuler, on a encore quelques problèmes de concordance des évaluations, mais c'est la piste à suivre. Et là, les résultats, l'étude devra s'avérer être à faible risque de biais sur tous ces items, le biais de mesure, le biais de classification, le biais lié aux données manquantes, etc. Ces études observationnelles, on fait des statistiques à la fin. On va conclure à l'effet du traitement devant une différence statistiquement significative. Dans l'observationnel, parce que les bases sont riches, on a de nombreuses comparaisons possibles qui entraînent un problème de multiplicité, comme dans l'essai randomisé à l'heure actuelle. Ce problème de multiplicité est tout aussi inacceptable en observationnel qu'en démarche expérimentale, donc il devra être contrôlé avec des outils qui sont très standards à l'heure actuelle. Maintenant, la hiérarchisation des critères de jugement, la répartition, vous voyez, là, rien ne changera, on sera exactement dans le même cadre technique. Et puis le dernier point, bien entendu, qui n'est pas le moindre, il faut des résultats crédibles qui reflètent la réalité. Puis ensuite, il faut se poser la question, est-ce que l'effet que l'on a mis en évidence, il est cliniquement pertinent? Est-ce le bon critère de jugement, le bon comparateur? Est-ce que la balance bénéfice-risque fondamentale, on parle d'études d'efficacité, mais bien entendu, c'est des études pour démontrer l'efficacité, la safety. Donc au niveau de la pertinence clinique, est-ce que la balance bénéfice-risque est favorable? Ces études habituellement aussi négligent passablement la safety. Donc voilà les critères. Et la table ronde a aussi pas mal discuté sur le fait que ces critères étaient assez exigeants et qu'on se posait une interrogation sur la possibilité de les mettre en œuvre couramment avec les sources de données que l'on a. Et c'est Olivier qui va présenter ça. Merci Michel. Et en effet, dans cette table ronde, on a identifié un certain nombre de difficultés ou pressenti un certain nombre de difficultés dont Michel a commencé à aborder certains points, notamment dans le cadre de la constitution en fait, d'une base de données ou d'un registre. Il y a un certain nombre de critères ou de données qui doivent être prises en considération. Puisque très souvent, ou il arrive assez fréquemment, que dans le cadre de bases de données qui permettent de réaliser des études observationnelles, il y a une absence de critères de jugement des données, de données disponibles, ce qui permet dans ces cas-là, en fait, ou ce qui rend impossible l'émulation d'un essai cible. On a quelques exemples ici, notamment dans le cadre de l'Alzheimer, de la cancérologie, on a également dans la fragilité ou dans certaines maladies rares dont on a discuté au cours de la table ronde. Et effectivement, il y a une nécessité d'intégrer dans ces bases de données l'ensemble ou d'identifier au préalable l'ensemble des critères de jugement que l'on retrouve soit dans les essais cliniques, soit dans la pratique, de manière à s'assurer que l'on puisse effectivement mettre en œuvre cette émulation d'un essai cible. La présence aussi des facteurs de confusion dont Michel a parlé est aussi extrêmement clé puisque, comme Michel l'a présenté, l'objectif c'est d'identifier ces facteurs de confusion en fait, en amont de la réalisation d'une étude. Et donc à ce titre-là, il faut s'assurer que les facteurs de confusion soient bien présents et également, et c'est un des exemples que l'on met en évidence, si on réside dans le cadre d'un registre en oncologie, il ne faut pas intégrer que les facteurs de confusion qui peuvent être à l'origine d'une mortalité d'origine oncologique, mais intégrer également d'autres facteurs de confusion comme des facteurs de confusion avec des risques, par exemple, de type cardiovasculaire. Et le dernier point, c'est aussi l'absence, que l'on retrouve très souvent, l'absence de variables qui permettent effectivement ou qui servent à définir des contrôles négatifs ou des contrôles positifs. Donc, ce qui fait qu'à la fois on est dans un contexte à l'heure actuelle où il y a une utilisation de plus en plus importante de ces données en vie réelle, d'études observationnelles, une création de plus en plus importante également de bases de données, mais que ça nécessite effectivement cette réflexion, disons, cross-fonctionnelle ou multidisciplinaire en amont, de manière à bien définir le cadre et le type de données que l'on doit intégrer dans ces bases de données. Et donc, en conclusion, ce que le groupe de travail a défini, c'est que ces études observationnelles type confirmatoire, a priori, effectivement, devraient émerger ou se renforcer. On devrait en voir très certainement de plus en plus, puisqu'effectivement, elles vont intégrer l'ensemble de ces exigences et puisqu'elles sont également en lien avec l'ensemble des recommandations qui ont été rédigées récemment par des autorités. Il y a une notion aussi que l'on précise dans la conclusion de notre article, de notion de sensibilisation aux acteurs du domaine, à l'ensemble de ces enjeux, que ce soit sur des enjeux d'objectifs, de méthodologie,
de ces critères par rapport aux études observationnelles classiques. Il y a une notion effectivement de formation au concept de l'inférence causale et de l'épidémiologie moderne. On a parlé notamment à différentes reprises de la création et de la notion d'anticipation pour la création de ces bases de données qui doit intégrer l'ensemble de ces attentes et l'ensemble des données de manière à éviter ou permettre l'émulation d'un essai cible. Et enfin, il y a une notion d'actualisation effectivement de ces attentes et une actualisation continue compte tenu de l'intensité de la recherche fondamentale effectivement sur ces sujets. Peut-être un dernier point qu'on n'a pas mentionné sur cette diapositive, mais je pense que la volonté du groupe de travail en amont des ateliers et en juin 2024, c'était d'avoir effectivement cette approche multidisciplinaire et de s'assurer qu'on avait une force méthodologique, statistique, mais qu'également les autres parties prenantes de cette table ronde, que ce soit des représentants d'agences, des représentants industriels et autres, effectivement puissent comprendre l'ensemble de ces recommandations et cet article de manière à ce que cet article ne s'adresse pas qu'aux méthodos et aux statistiques, mais s'adresse également à des décideurs ou à des utilisateurs futurs de ce type d'études observationnelles. Donc, essayer de le rendre pratique. Merci à tous.